c'est notre premier plateau. Alors, on est un petit peu fébrile, un petit peu ému, c'est normal. Va y avoir de la lumière jusqu'à la fin du festival ici, c'est-à-dire qu'il se passera toujours quelque chose. Nous allons enchaîner les plateaux chaque jour avec juste une heure de coupure aujourd'hui. Demain, il y aura même qu'une demi-heure. Un programme, comme vous avez pu le constater, chargé, varié, etc. Alors moi, je ne suis pas libraire, mais je suis extrêmement heureuse de travailler avec des libraires parce que je trouve que ce sont des gens formidables qui nous font aimer les livres. Moi, je suis seulement une grande lectrice, c'est-à-dire grande dans le sens où je lis beaucoup de livres pour rencontrer les auteurs, mais je ne suis pas non plus critique littéraire. Mais l'idée quand même ici, c'est de vous donner envie de poursuivre les rencontres que nous faisons ici avec les auteurs à travers leurs livres. Ça, c'est toujours quelque chose d'important. Donc, vous donner envie de lire leurs livres, c'est ce que nous allons essayer de faire jusqu'à dimanche soir. On fermera vers 19h. Alors, je voulais vous dire aussi que cet après-midi, il y aura deux intermèdes musicaux avec Joseph Edgar d'abord vers 17h et puis avec Dan Fréchette ensuite vers 18h, juste avant les rencontres. Ils ont tous les deux participé à la soirée canadienne d'hier. Voilà. Et puis, je suis extrêmement heureuse d'accueillir le premier libraire. Avant d'accueillir les auteurs, je vais accueillir le libraire. Le premier libraire qui essuie les plâtres avec moi, Alexandre Desnunès. Et en plus, c'est un vrai bonheur parce qu'on se connaît. Tu es journaliste, tu as été journaliste aussi. Je suis toujours. J'ai encore du mal à me sentir libraire, parce que ma librairie est toute nouvelle. Donc je suis extrêmement flatté d'être le premier libraire en étant le plus jeune, parce qu'on a à peine 7 mois d'existence. Oui, la librairie qui s'appelle El Salón del Libro. El Salón del Libro. Donc c'est la librairie qui se trouve dans le 5e. Donc voilà. Je suis aussi flatté de faire un petit voyage en banlieue. Rue des Fossés. Rue des Fossés, Saint-Jacques. Voilà. Juste en face de la place de l'Estrapade, qui est une place historique, pas du tout politiquement correcte, puisque l'Estrapade, c'est un instrument de torture. et c'est là où on pendait les protestants de Paris. Donc, mais elle est quand même très charmante, cette place. Voilà, à côté du Panthéon, derrière le Panthéon, on prend la rue Soufflot, on tourne à droite, on tombe place de l'Estrapade. C'est drôle, moi ça me fait plaisir de le retrouver ici en tant que libraire, alors qu'on s'est connus, lui et moi en tant que journaliste, à Sarajevo. On s'est connus à Sarajevo. C'est quand même... Et finalement, la problématique qu'on a ici, c'est un peu la même, parce qu'à Sarajevo, moi j'étais à la recherche des anciens exilés, des gens, c'était 10 ans après le conflit, oui. Des gens qui avaient été... Sarajevo, qui était une ville... comme toute la Bosnie, où les parcs sont devenus de cimetières, tous morts la même année, malheureusement, 93. Et j'étais à la recherche des enfants qui avaient été en exil dans des foyers en France, et malheureusement coupés souvent de leur père, et qui revenaient en Bosnie forcés, puisque leur exil avait pris fin. Et malheureusement, ils voulaient surtout pas rester, ils savaient pas de travail, ils parlaient à peine la langue, et c'était un voyage passionnant qu'on a fait tous les deux, puisqu'on a rencontré des gens blessés. Mais des gens avec une force de fantastique. Vie, et il y a une volonté de vivre extraordinaire. Mais qui prenaient pas la parole sur la thématique peut-être qu'on va voir maintenant ces matins. Le voyage et l'exil. Alors ici, on fait... Bon, bien sûr qu'on parle, on va parler du voyage et de l'exil, puisqu'on retrouve cela à travers leurs livres, mais ce ne sont pas des débats à thème. Là, surtout, on parle vraiment de vos livres, c'est l'essentiel. Alors, Eduardo était un petit peu fâché parce qu'il voulait être entre deux femmes, mais bon, Alexandre, il voulait aussi avoir Carla auprès de lui, mais donc les on n'a pas cédé à son caprice. Hein, les Chiliens, c'est des garçons extrêmement ouverts, et il devrait essayer, Eduardo. Alors, une petite présentation de nos auteurs. Bon, toi, tu les connais très très bien. Je la fais, tu l'as fait ? J'ai eu la chance de recevoir Eduardo il y a longtemps pour le premier salon du livre avec Eliana et La Guardia. C'était en 95. Donc, Eduardo, évidemment, on a du mal à le présenter puisqu'il a prix Goncourt des lycéens, prix interallié. Il écrit aussi bien en espagnol qu'en français. On sait pas trop. Et heureusement, l'ami chilien, moi j'ai un accent argentin, donc
Mauricio Segura, tout à l'heure, on verra l'action chilien qu'il a, qui est assez fort, aussi fort que le mien. Juste une chose que je voulais rajouter, parce qu'en relisant la biographie d'Eduardo, je me suis aperçue qu'il a été aussi acteur et mime en arrivant à Paris. On l'a peut-être un peu oublié, ça. Non, c'est-à-dire que j'ai quitté Cuba 2 fois. La première fois pour faire des études ici à Paris, dans les années 50. Je pensais faire des études de théâtre, littérature, etc. Et retourner à mon pays, mais il y a eu la dictature, le coup d'État de Batista, et donc je n'ai plus voulu retourner à ce pays où il y avait une dictature. Toute l'Amérique latine, il y avait des dictateurs à ce moment-là, et Franco est en Espagne, il a décidé de rester en France, d'écrire en français et de devenir français. Voilà. Et donc, au fond, j'avais fait des études vraiment très sérieusement, toutes les techniques théâtrales, corporelles, et j'étais membre de la compagnie Jacques Lecoq, avec Pierre Richard, Avron, qui vient de nous quitter. Vraiment, ça a été un été épouvantable, un été meurtrier. Et voilà, donc je continue toujours à m'entraîner. Et j'ai publié un livre qui n'est pas là il y a un an, qui s'appelle « Pour avoir du panache à tout âge », dans lequel je donne des conseils de nourriture, etc., mais aussi des mouvements à travers de petits dessins. Et on s'est rendu compte que les personnes qui n'ont pas fait la danse, etc., voilà, avaient du mal à comprendre ces petits dessins. Donc maintenant, je prépare un DVD dans lequel je ferai moi-même la présentation de mes mouvements. Mais si vous voulez, tout à l'heure, je peux vous faire quelques mouvements. Ah oui, c'est bien. Ce sera extraordinaire, ça. Oui, on y tient beaucoup. Hein? Et surtout une recette, puisqu'on va finir vers midi, donc il va falloir penser à la recette. Qu'est-ce qu'on peut manger ici à Vincennes? Ah oui, c'est vrai. Alors, Eduardo Manet, donc je rappelle juste rapidement qu'il vit en France depuis 1968 et qu'il est français depuis 1979, et que là, nous allons parler donc de ces 2 livres, Les 3 frères Castro, paru aux éditions Écriture, et puis celui-ci, alors là, il est tout récent. Tu en diras un mot quelque part. Moi, je l'ai même pas reçu. 4 villes profanes et un paradis, paru aux éditions des Bucla, où il revient donc sur les nouvelles, et l'écriture de nouvelles. On en reparlera dans un instant. Alors, je présente Mauricio Segura. Il me reprend si je dis des bêtises. Vous êtes né au Chili, vous avez vécu en Argentine, puis à Montréal. Vous avez fait des études en économie et en littérature. Je trouve que c'est bien de faire les deux, hein. Oui, c'est un garçon très sérieux. Première apparition en littérature en 1998, c'est ça, avec Côte des Nègres, une fresque sur le monde des gangs et des nouveaux immigrés, je crois. Puis il y a eu Bouche à Bouche, et aujourd'hui Eucalyptus, paru chez Boréal en mars 2010, donc c'est assez récent aussi, et on va en parler dans un instant. Je présente juste Carla avant. Allez, ou tu veux déjà dire un mot? Non, par là, il faut quand même présenter Carla. Je vous le fais voir quand même. Ça sera donc le livre pour Mauricio Segura, Eucalyptus, le voici, paru aux éditions Boréal, cette maison d'édition canadienne. Et puis à côté de moi, je peux presque dire mon amie Carla Suarez. Je suis vraiment heureuse de revoir. Carla est née à la Havane. Elle était ingénieure en informatique. Tu l'es toujours? C'est bien aussi, ça doit être utile. Si vous avez des problèmes avec ces ordinateurs, je peux m'occuper. Très bien. Carla a quitté son île pour venir vivre dans la vieille Europe. Tropique des silences est paru en 2002. Il a obtenu le prix du premier roman en Espagne. Son second roman, La Voyageuse, c'est celui-ci dont nous allons parler aujourd'hui, est paru en 2005. Et voilà, il y est question de voyage, d'exil, de recherche. Alors, Carla a vécu pendant combien d'années à Paris, là? 6 ans et demi. 6 ans et demi. Et là, maintenant, elle vit au Portugal. Oui, nous savons, non, lâchement, c'est terrible, le départ de Carla. Je retourne toujours, mais je reviens. À mon avis, elle fait comme son héroïne, elle cherche sa ville.
Voilà. Bon, on va peut-être commencer alors avec Mauricio. Mauricio, qui a un terrible accent chilien, donc pardonnez les gens qui ne vont pas comprendre. Le Chili est un pays complètement coincé entre la cordillère et le Pacifique. Et finalement, on commence par la fin de toutes nos histoires, parce qu'on commence par El Volver, comme le tango de Gardel. Tout à fait, oui. Écoutez, on va présenter un peu le contexte, ce que le livre raconte. Le livre raconte un peu une histoire assez intime, assez familiale. En fait, c'est le parcours de mon père. Alors, on est d'une famille qui s'est exilée après le coup d'État. En 73, il y a eu un coup d'État, vous le savez, provoqué par Pinochet. Et c'est le Canada qui nous a donné l'asile politique. La France s'est manifestée quelques mois plus tard, mais on était déjà au Canada et on a décidé de rester au Canada. Et voilà, mon père a habité là pendant une vingtaine d'années à Montréal. Il vivait assez bien, mais il avait le mal du pays. Mon père avait été député sous Allende et pour lui, c'était clair qu'il devait retourner. Alors, ce que je raconte un peu dans Eucalyptus, je m'inspire beaucoup de lui. Évidemment, ce n'est pas une biographie, c'est une fiction. Il y a beaucoup d'inventions. C'est un polar même, c'est un roman policier pratiquement. Voilà, il y a une dimension. Vous commencez par tuer votre père dans le livre, hein, oui, alors qu'il est toujours vivant. C'est assez psychanalytique parce que effectivement, je tue le père dès le début. Et là, je pars à la découverte de ses motivations, de son intimité. Le roman est un peu construit de cette façon-là. Voilà. Ouais. Je crois que fondamentalement, ce roman-là, c'est, oui, la quête du père, mais c'est aussi l'impossible de retour. Ça rejoint un peu le thème que nous abordons aujourd'hui. L'impossible retour, parce que je raconte... Le père, il a tenu parole. Le père, il a dit, ouais. Dès qu'il n'y a plus Pinochet, je reviens au Chili. Je reviens, comme plusieurs de cette génération-là. Il voulait revenir, il est retourné au Chili, et une fois de retour, il y a un décalage. Il y a un décalage énorme entre le pays rêvé, fantasmé pendant 20 ans, et là, il revient, et c'est un impossible retour, hein, autant avec sa famille, les membres de sa famille, ses proches, ses meilleurs amis. Il y a même presque une hostilité envers ceux qui reviennent. Moi, j'ai fortement senti ça. J'ai beaucoup, carrément, on n'interviewe jamais son père, mais j'ai presque interviewé mon père pour lui demander comment tu vois ça quand je vais le voir au Chili. Chaque 2-3 ans, je retourne au Chili. Et dans le sud, hein, il faut dire aussi que tout ça se passe au sud du Chili. Alors, c'est très rural comme vie. On est loin de Santiago et il y a eu un boom économique à Santiago, mais on dit toujours le Chili va bien économiquement. C'est une région qu'on en parle beaucoup actuellement dans les médias. Il y a pas seulement des mineurs coincés sur... C'est ça. Il y a les revendications des Mapuches. Il y a des Mapuches qui font de la grève de la faim. Ouais. D'ailleurs, ils ont eu un problème parce qu'au départ, c'était le même nombre de grévistes de la faim que les mineurs coincés sous terre. Donc, il y en a 2 ou 3 qui ont dû arrêter pour qu'on ne fasse pas des confusions entre les 33 mineurs et les 33 Mapuches qui font la grève. Voilà, tout à fait. Donc, moi, évidemment, c'est un peu... il y a un journaliste hier qui me demandait, c'est un peu opportuniste de ta part de parler des Mapuches. Non, moi, j'ai commencé le roman bien avant. Il n'y avait pas de grève de la faim. Aujourd'hui, ça fait les médias, on en parle, le monde entier parle de cette grève de la faim, de ces 33 Mapuches, des autochtones du sud du Chili, qui font une grève de la faim pour faire pression, parce que les conditions de vie sont effectivement scandaleuses, objectivement, vraiment sans parti pris. Et finalement, c'est le pouvoir socialiste qui l'aura vraiment laissé de côté, parce que moi je m'en souviens bien aussi, dans les sociétés chiliennes, les Mapuches étaient à un moment donné alliés à Pinochet. C'est un peu, c'est très intéressant ça, parce que là on entre un peu dans la politique du pays et les socialistes qui ont beaucoup fait pour le retour à la démocratie, je les ai appuyés à 100% depuis 89-90, ils ont complètement oublié les Autochtones. Et là il y a un problème presque raciste là. Il y a quelque chose là. Les socialistes ont beaucoup fait pour
éradiquer les problèmes de pauvreté au Chili. Il y en a beaucoup moins, ça va beaucoup mieux, mais ça, c'est une partie, là, une section de la population qui a été oubliée, qui a été abandonnée, laissée à elle-même. Même, ils n'ont pas le droit de manifester. Il y a cette loi terrible qui prétend que si vous manifestez et vous êtes Mapuche, vous êtes un terroriste, un peu à l'américaine, là. Alors, c'est la raison pour laquelle ces Mapuches font une grève de la faim. Et vous placez dans les enjeux internationaux qu'on écoute tous les jours dans les médias, parce que les Mapuches sont face aux Juifs. Oui, voilà. Aussi, on décale les enjeux du Proche-Orient au sud du Chili. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est des problèmes d'exclusion, comme tel que les vit ce pays-là. Il est question de ça dans le livre. Il est question de ce père qui retourne à la terre, qui s'achète une ferme et qui exploite l'eucalyptus, d'où le titre du roman. Et là, on aborde un tout autre problème social extrêmement grave. C'est cette exploitation extrêmement industrielle qui est faite de la terre dans le sud du Chili, mais à plusieurs endroits. Aussi, vous évoquez une question que peu de gens parlent, des Juifs d'Amérique latine. C'était quand même le paradis. Beaucoup de Juifs d'Europe de l'Est, d'Europe, parce que c'était pas encore l'Europe de l'Est au début du XXe siècle, immigraient en Argentine, au Chili, et avaient des terres. Voilà, exploitent des terres, et il y a une partie du sud du Chili qui est extrêmement saccagée. Et le roman brasse tout ça. Donc, il est question de Mapuche, d'exil, la quête du père, eucalyptus. Qu'est-ce que c'est un eucalyptus pour ceux qui... Pour moi, c'est l'arbre par lequel le mal arrive, la discorde arrive. C'est vraiment ça, je l'ai vu comme ça. Ouais, il faut être contre les écolos, c'est bien. C'est pas tant une prise... je veux dire, oui, effectivement, c'est une prise assez écologiste, mais je pense que c'est une prise de position aussi qui est nécessaire parce que socialement, c'est intenable. Pour moi c'est l'homme avant tout. Et si on continue à exploiter la terre de cette façon-là, il n'y a aucun avenir pour le sud du Chili, c'est ça. Voilà. C'est vraiment un livre passionnant et qui est passionnant, surtout... pas si long que ça, mais on apprend plein de choses. On apprend beaucoup et la fin est assez étonnante, donc on va surtout pas la lire. Surtout pas une fin ouverte, oui. Alors là, ce sont ceux qui retournent. Voilà, Volver, c'est un fameux tango de Carlos Gardel qui dit Volver et les difficultés à venir. Con la frente marchita. Voilà, continue. 20 ans después. Mais je n'ai pas l'accent. J'ai pas l'accent de Gardel. Hein. C'est drôle avec cette histoire d'accent, c'est drôle. Québécois, ouais. Et là, on va partir avec le livre de Carla. Non, mais Carla elle-même, on a du mal à la suivre. Mais surtout, Carla, elle part effectivement avec La Voyageuse, mais son premier roman, qui est maintenant en poche, en France, Silencios. La traduction française, c'est les silences. Tropiques des silences. Les tropiques des silences. Et en espagnol, c'est Silencios. Joli Tropique des silences aussi. Je trouve. Oui. Pour une fois, je trouve ça. Je sais pas, j'ai trouvé ça joli le titre. Parce que quelquefois, quand ils chantent, c'est bien. Quelquefois, quand le titre. Donc, au début, on est dans l'île. On est dans l'île dans une période très dure pour une jeune fille très rock. Que finalement elle ne bouffe pas, mais elle sort tous les soirs dans des concerts. On parle du premier pour partir après. Oui, voilà. Et là, non, je voulais dire une chose, parce qu'on va parler de voyage comme ça, et ça c'est... Moi, je suis très contente d'être ici. C'est la troisième fois que je viens que je suis invitée. Je remercie pour l'invitation au Festival de Vincennes. Et c'est drôle parce que la première fois que je suis venue ici à Vincennes, j'habitais à Rome, en Italie. La deuxième fois que je suis venue, j'habitais ici à Paris. Et maintenant, c'est la troisième fois, j'habite à Lisbonne. Donc, on va voir la prochaine fois. Mais les organisateurs, ils pensaient que vous habitiez toujours à Paris et finalement, ils ont dû payer un voyage. C'est vraiment pas sympa. On plaint les pauvres organisateurs qu'à chaque fois, ils disent, bon, on va prendre Carla Soares, elle est à côté. Et non, elle est à Lisbonne. Il faut toujours demander où elle est. Où elle est. Mais on se demande, parce que tout à l'heure, il y a Francesco Gattoni, un grand photographe italien. Ce qui est assez gênant ici, quand on ne vous voit pas, on a des spots et on est sur une estrade étonnante. Avec Francesco, vous avez fait un voyage intérieur à Cuba,
depuis l'extérieur de Cuba. Ouais. Parce que Là, finalement, c'était un joli projet parce que le livre n'était pas là. Non, il n'était pas là. Mais c'est un livre qui s'appelle Cuba, le chemin d'Oassa, et c'était un joli projet. Moi, c'est un livre que j'aime beaucoup. C'est Francesco Gattoni, qui il est, je ne sais pas où, mais par là. c'est un Et il a photographe fait très élégant et discret, donc on ne le voit pas derrière ses moustaches, on le voit jamais avec un appareil photo à la main. Mais il est là. Mais il est là. Et lui, il a fait un voyage à Cuba l'année 96. Et on s'est connus ici à Paris la première fois que je suis venue à présenter Tropique de Silence. Donc on a fait amitié. Il est italien de Rome. Moi, j'habitais à Rome. Et quand je suis venue ici à Paris pour vivre, il m'a montré ses photos sur Cuba. Et là, j'adorais parce que il n'y avait pas de photos, les classiques photos du voyage à Cuba. Il avait surtout des visages. Francesco a visité des endroits que normalement les gens ne vont pas parce qu'il n'y a rien, des petits villages comme ça. Et il a photographié la lumière, les visages des gens. Et là, j'ai senti, c'était un moment, quand il était à Cuba, un moment où j'habitais encore à Cuba. Donc j'ai trouvé mon pays, les pays que je connaissais, je les trouvais dans ces photos qui sont blancs et noirs en plus, et c'est plus fort, non? Donc on s'est dit, bon, on va faire un projet ensemble. Et alors, à partir de ces photos, on a mis toutes les photos comme ça pour choisir les photos qui pour moi me disaient quelque chose. Chaque photo qui résonnait en toi, importante, et voilà. Donc à partir de ces photos, de ces images, j'ai raconté mes histoires à Cuba, mes voyages à Cuba quand j'étais petite. Moi, je suis née à La Habana, mais mon père est de Santiago de Cuba, que c'est à l'autre côté, et ma mère est de Cienfuegos, que c'est à moitié de l'île. Donc moi, je voyageais beaucoup, toujours, la famille comme ça. Il y a aussi les voyages initiatiques oui, que la voilà. jeunesse cubaine fait. Et en plus, mes parents étaient toujours intéressés, ma sœur et moi, il faut tout connaître, tous les endroits historiques de Cuba, tous les lieux comme ça importants. Donc on a beaucoup voyagé quand on était petits. Et après, dans les années 90, que c'était un autre pays, et moi, je voyageais avec mes amis, mes copains, toujours, mais avec les sacs à dos, avec les autostops, les camions. Et on savait toujours les jours qu'on partait, mais on ne savait pas quel jour on arrivait et surtout où on arrivait. Oui, parce que voilà, on prenait la route, sur la route, comme les livres, et voilà, pour chercher, pour connaître notre pays. Et donc là, dans ce livre, j'ai raconté beaucoup des histoires, des vraies histoires de Cuba, de la naissance de certaines villes à Cuba. Et j'ai raconté mes histoires. C'est vraiment les livres les plus autobiographiques, vraiment. Là. Vraiment, c'est Ouais. celui-là Alors, on l'a pas sur le plateau, mais je pense qu'il doit être peut-être sur le salon du livre. En plus, l'idéal, faire de l'autostop avec Karl, là, on est sûr que toutes les voitures s'arrêtent. Bah alors, oui, évidemment, toutes d'ailleurs. Moi, je vais faire alors autostop pour Lisbonne. On va voir. Après, je te raconte. Pourquoi le festival n'a pas prévu le retour? La prochaine fois, il me fait venir en autostop. Mais là, il faut quand même parler. Alors, attention, parce que ce livre dont on va peut-être parler enfin. La voyageuse. La voyageuse. Mais il y en a c'est plusieurs, pas du tout un livre de voyage, hein. C'est un roman. Et c'est important de le dire. Il y a des personnages, des gens qu'on a envie de suivre, auxquels on s'attache, etc. Et puis, je voulais aussi signaler qu'il est traduit de l'espagnol par l'excellent Claude Leton. Voilà. C'est vrai. Et Maurice, on peut aussi en parler parce que c'est aussi ces voyages, parce qu'il y a différentes sortes d'exil, et dans la voyageuse, tous les exils sont mélangés. Et surtout, le quotidien, la visite inopportune, qu'on veut comprendre un pays et tout d'un coup on a un ami ou un ami d'un ami qui arrive et qui nous empêche. Je parle aussi, je m'implique dedans, nous empêche à comprendre là où on habite. J'imagine que Mauricio a connu, même très petit, 5 ans à Montréal, des Chiliens qui débarquent comme ça à la maison. Oh, oui, tout à fait, ça arrive assez souvent, même trop. Et qui partent plus en plus, qui restent c'est là. C'est ça, qui restent. C'est surtout, je dirais, à l'époque adolescente, l'époque les routards un peu. Ouais. C'est ce que j'ai beaucoup reçu au Canada, et ils partent à la découverte. C'est curieux aussi parce qu'ils font pas vraiment une différence entre le Canada et les États-Unis. Ils passent la frontière, ils vont à Winnipeg, ils retournent. C'est des méandres un peu, ils se cherchent. Donc je crois qu'à l'adolescence, il y a
Il y a une étape qui est très belle actuellement. La mondialisation permet ça. C'est une des belles choses de la mondialisation. C'est de partir à la découverte d'un territoire. Et on les sent. J'ai des cousins qui faisaient ça. Ouais. Je pense à eux surtout quand j'évoque ça. Là, ce sont deux femmes. Deux femmes. Et les Cubains font un peu la même chose, mais peut-être entre femmes, c'est encore plus hystérique. Non, mais là, dans ces romans, c'est deux femmes, en fait. Et c'est deux femmes qui partent de Cuba. Et il y a une femme qui reste, une d'elles qui reste, elle pense normalement sortir et rentrer à Cuba, mais après la vie change, ça. Elle reste en Europe. Et il y a une autre par contre que Par c'est... amour, par amour. Oui. Par amour. Il y a l'autre alors qu'elle part de la Havane parce qu'il dit que la Havane c'est pas sa ville, donc elle doit chercher sa ville au monde. Et comme ça, il va commencer un voyage qu'un long parcours qui va l'amener dans différentes villes. Et il y a toujours, moi, il faut dire une chose, là, les personnages de ces romans sont émigrants cubains, ne sont pas exilés, parce que là, c'est une autre, l'émigration cubaine, il y a des différents, il y a des gens qui ont interdit de retourner à Cuba. Ça, c'est triste et ça, c'est l'horreur. C'est pas les personnages. J'aime bien toujours faire la différence parce que ce sont des situations complètement différentes. Les personnages de ces romans, ils peuvent retourner à Cuba, donc il y a une façon de se rapporter à son pays différent, bien sûr. Et comme Cuba, comme beaucoup de pays, malheureusement, l'immigration économique, elle est réelle. Oui, là, sont surtout ça. Mais là, je voulais faire, les deux ont une position différente sur Cuba. Et surtout, il y a une position différente sur l'immigration, sur ce que signifiait être dans un pays et s'intégrer dans une société ou pas. Et là, il y a un long dialogue pendant tous les romans entre les deux sur la nostalgie de Cuba, sur pourquoi il y a un personnage que pour elle, il dit non, je suis parti parce que je vais partir et je ne peux pas emporter mon île, les poids de mon île sur mon dos comme ça. Donc, je pars à la découverte du monde. L'autre, par contre, il est en Italie, il reste là, mais il est jamais en Italie. Donc il reste dans la moitié de la mer, parce qu'il n'est pas, comme tu disais avant, il invente un pays qui n'existait pas, parce que tu es parti, le pays continue, toi tu continues, ta vie est différente, donc tu continues à créer une invention d'un pays qui n'existait pas. Et c'est un personnage, Lucia, qui vit comme ça. En tout cas, les personnages sont très attachants. Moi, j'adore ce personnage de Circé. Elle est excellente. Et puis alors, en plus, cette femme, il faut quand même le dire, elle voyage avec son fils, un petit garçon, qui, la première fois que son ami la retrouve, elle voit arriver donc son ami. Pour compléter le tableau, à côté d'elle se tenait un petit enfant au teint basané, un chapeau melon sur la tête et un bonsaï en pot. Voilà, tout ça pour vous faire voir que les personnages ne sont pas non plus des personnages... Et chaque ville est un personnage aussi. Voilà, et chaque ville est un personnage. Elle s'adresse d'ailleurs, la narratrice s'adresse, il y a une histoire de livre de bord, comment dire, un carnet de voyage qu'elle écrit, et elle s'adresse à la ville même, parfois. C'est ça, il est en train de chercher sa ville, une ville qui va les parler. Ouais. Et je ne sais pas s'il la trouvera. Alors, il y a toutes et les ça n'a rencontres, absolument rien d'autobiographique, on a compris. Non, pas du tout. Au contraire, c'est moi qui ai suivi les personnages, voilà. pas les personnages à moi. Il y a des personnages insupportables comme ça qu'après c'est la liberté des personnages. Ils sont vraiment... vous contrôle. Alors, Eduardo, qui est obsédé depuis... Obsédé déjà, sexuel, on a compris. Parce que là, il a dit sexuel. Mauricio est extrêmement inquiet à côté de vous. Mais on a quand même, on sent une certaine obsession par Castro, puisque non seulement on a sorti la fiancée de Castro, maintenant c'est la famille Castro. La maîtresse, oui. La maîtresse du comandante. Mais aussi obsédé par les villes et par les voyages, par un certain érotisme. Et pour ça, parce qu'on a parlé des changements des métiers, des journalistes, animateurs, et moi, libraire. Il s'en va. Je pars voir surtout l'éditrice, parce que l'éditrice était une grande journaliste à Télérama, et qui maintenant a lancé un projet complètement fou. C'est de la folie faire ça. Il va falloir commencer à travailler, madame.
Moi, je crois que j'ai fait le tour des livres, donc j'en ai commenté, j'en ai traduit beaucoup, j'en ai écrit un certain nombre, et maintenant j'en édite, et je trouve que c'est un grand bonheur. Donc oui, effectivement, le grand bonheur, c'était d'éditer Édouard Manet dans une petite structure éditoriale que nous avons montée avec Marie-Claude Char et qui s'appelle les éditions des Busclas. Et c'est le principe de demander à des écrivains qu'on aime, donc là on était tout à fait dans le deal, un texte qui est un pas de côté. Et Eduardo a écrit quand il était gamin, on peut dire, des nouvelles, et depuis, il a écrit du théâtre, il a écrit des romans, il a écrit des méthodes pour rester jeune et en forme, mais il n'a pas écrit de nouvelles. Et donc il nous a proposé 5 récits qui s'appellent donc effectivement 4 villes profanes et un paradis, et ça, je trouve que c'est complètement dans ce que vient de dire Carla, à savoir que chaque ville a une identité et que chaque ville est à la fois un personnage. Voilà. Merci. Et on apprend que Eduardo Manet est freudien et pas lacanien dans une nouvelle sur Agadir. Alors, je ne veux pas savoir pourquoi en avoir la psychanalyse à force de parler de Castro, finalement. C'est peut-être ça, parce que c'est une admiration et une haine impressionnante que vous avez avec lui. En même temps, c'est à chaque fois le personnage principal de vos livres, de vos derniers ouvrages. Fidel Castro, qui est toujours vivant, bien que vous le mettez mort dès la première page, et que Manet il donne des leçons à la France sur les droits de l'homme. Vraiment, c'est un livre très particulier. Premièrement, c'est-à-dire que j'ai écrit, je ne sais pas combien de livres. D'ailleurs, je rends hommage à ma critique préférée, qui est Michel Gazier, qui a fait la critique de mon livre La Mauresque, par exemple. C'est de là je lisais ses critiques sans la connaître, et un jour on s'est rencontrés avec Pierre Le Pape, son époux, qui était le critique de Le Monde. J'avais 2 critiques qui me suivaient, qui étaient toutes les 2 magnifiques. Vraiment, je remercie de tout mon cœur. Mais au fond, j'écrivais surtout du théâtre. J'ai enchaîné les pièces de théâtre, et après j'ai voulu rendre hommage à ma maman, et j'ai écrit La Mauresque. C'était les années 30 à Cuba. Après, j'ai continué pour un petit peu raconter mon adolescence à Cuba. Et puis, peu à peu, ça me rendait compte, c'est une sorte de suite historique du Cuba contemporain qui, maintenant, par exemple, commence à être découvert, cet enchaînement par des Cubains de l'extérieur et des Cubains de l'intérieur aussi, ce qui est pour moi extrêmement touchant et passionnant. Mais, c'est-à-dire que j'avais donc écrit sur les années 30 à Cuba, les années 40 à Cuba, les années 50 à Cuba, et puis l'exil. Et l'exil toujours, les exilés de l'extérieur. Et là, j'ai eu envie d'écrire ce que j'étais, d'ailleurs, l'antérieur, au début de la Révolution, parce que j'étais pro-révolutionnaire. Je racontais ça dans mes années cubaines, etc. Donc je voulais parler cette fois-ci de 2 personnages, 2 amis qui s'aiment beaucoup. Un, c'est un paysan milicien de la milice révolutionnaire et qui est ami du premier Castro, c'est le vieux frère Ramon, et qui est un paysan que quand Fidel a fait sa célèbre réforme agraire, la maman de Fidel, parce que, le père de Fidel qui était qui est tout un personnage de roman. Le père de Fidel était un Espagnol qui avait lutté contre les Cubains, un Galicien, mais qui après la guerre est tombé amoureux de Cuba et d'une Cubaine, il est resté à Cuba. Et les Cubains, c'est un peuple assez violent quand ils défendent la liberté et son indépendance, mais très doux vis-à-vis de ses ex-ennemis. Ils ont accueilli les Espagnols qui avaient combattu. Donc le papa de Fidel, qui avait arrivé très pauvre, en 20 ans, il est devenu très riche. Vous savez très bien comment on devient très riche. En 20 ans, quand on vient d'être très pauvre. Il va falloir lire votre livre. Et à cette époque, il avait déjà la mafia américaine à Cuba. Donc, après, il a eu Ramon qui s'est opposé
à la réforme agraire, Fidel s'est fâché un petit peu avec lui, et après s'est produit quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que au fond, cette propriété qui appartenait au peuple va être dirigée par Ramon. Et c'est ça la perversité. Donc Ramon ne s'occupe pas de la politique, mais il s'occupe, c'est un agriculteur. Je voulais établir ce personnage de Ramon à travers un personnage pro-révolutionnaire, mais les fonds, pour moi, importants, c'était pourquoi les révolutionnaires qui ont défendu la révolution, vraiment les armes à la main, ce qui était mon cas au moment de l'invasion de Playa Girón, pourquoi à un moment donné on a trouvé vraiment la désillusion. Et ça, pour moi, si vous voulez, je disais l'autre jour dans une petite librairie, il y a une petite librairie magnifique de la rue de Chaligny, une petite librairie adorable. Je disais, il y avait plein de monde. À ma grande surprise, je disais, vous savez, il y a Flaubert qui avait dit, Madame Bovary, c'est moi, et ces deux personnages, c'est moi. Parce que oui, c'est on le sent bien, mais c'est moi. Les deux amis. Il y a deux amis qui deviennent ennemis parce qu'il y a cherché la femme, il y a une femme au milieu. Et avec vous, on a compris qu'il y avait toujours des femmes au milieu. Mais ce qui est aussi, c'est que c'est très drôle parce que, au fond, les livres commencent avec, ils ne se sont pas vus depuis une vingtaine d'années, ils se sont fâchés à cause de la femme et des questions politiques aussi, et ça commence par un colonel de l'armée, des ministères de l'Intérieur, qui vient voir son ancien camarade milicien, ils ne l'ont pas vu depuis 20 ans, et ils se sont fâchés, mais l'autre le reçoit, un paysan, reçoit toujours bien, même ses ennemis l'offrent un café. Ils vont prendre un café avec un petit rhum, et le colonel, ex-colonel, le dit, il est mort. Il, c'est qui? Il n'y a qu'un il. Le Cubain, ils savent très bien qui c'est, puisqu'on ne le nomme pas. Quand j'écrivais le livre, il était à la mort. Mais il est retourné de la mort, mais un jour, il a ressuscité récemment. Il va mourir, comme les chats. Et si vous voulez, et c'est donc pour moi ce qui me touche personnellement de ce livre, c'est que je raconte la révolution de l'intérieur, je dis de comment la révolution a fait des choses magnifiques, parce qu'elle a fait des choses magnifiques, vraiment. Les clichés de l'éducation, la santé, tout ça, c'est des clichés qui sont authentiques. Malheureusement, après, les Gallegos, Castro, Fidel, a dévié, a fait tout ce que vous savez qu'il a fait, que c'est ça ma grande déception. Mais donc, ce livre aussi, et c'est pour dire mon adieu à Cuba. Parce que je vous jure, là, devant vous, et devant Dieu, si c'est nécessaire, que je n'écrirai plus sur Cuba. Ça suffit. Il est temps, premièrement, il y a beaucoup de Cubains et de Cubaines qui écrivent, dont nous avons l'extrême beauté à ma droite, mais il y a des Cubains. Demain, je serai avec Joe Valdez, l'après-midi avec Padura, et il y a plein de Cubains à ce moment, de talents. C'est à eux d'écrire maintenant, de continuer. Moi, si on m'invite pour parler sur Cuba, on m'invite évidemment maintenant avec la situation à la télé, et là je parlerai de Cuba, mais écrire, c'est fini. C'est fini. Cuba, Et mardi dernier, à la librairie, on a reçu Emilio Esteves, qui a sorti un très beau livre, Les navigateurs endormis, qui parle sur la Havane. Emilio Esteves a quitté Cuba aussi, et la grande question était comment décrire Cuba, comment écrire, beaucoup d'écrivains peuvent décrire la Havane sans y vivre de plus, sans s'en détacher. Et beaucoup de gens lui disent, est-ce qu'on peut toujours raconter la Havane depuis l'extérieur? Évidemment, un écrivain peut écrire ce qu'il veut. Mais dans ce livre, on était retourné, on parlait de Santiago de Chile, de Santiago de Cuba. Je suis né à Santiago de Cuba, j'affirme que c'est la plus belle ville de Cuba. Et je parle de ça aussi. Donc pour moi, si vous voulez, c'est une réflexion vraiment authentique sur moi-même, sur la révolution cubaine et sur la famille Castro. Parce qu'au fond, soyons sincères, à Cuba, il n'y a pas jamais eu un véritable organisme communiste. Il y avait un parti communiste, mais la vérité de Cuba, c'est qu'elle est dirigée par une famille mafieuse. Et ça continue, parce qu'en ce moment même,
Fidel un jour va mourir, Raoul est là, hein, il a un certain âge et tout ça, mais il est en train de préparer Raoul, son fils Alejandro. Alejandro, c'est très curieux, ça, je ne fais pas... mais dans le livre, j'avais inventé un personnage d'un jeune garçon qui s'appelle Camilo, hommage à Camilo Cienfuegos, que j'aimais beaucoup. Et donc, Camilito va faire des études en Union soviétique, va devenir vraiment, et va être très combatif, très... Mais Raoul a fait la même chose avec son fils Alejandro. Son fils Alejandro est presque un colonel de l'armée soviétique. Et il est en train de le préparer pour être le prochain Poutine. Mais c'est là où le peuple cubain, quand on me dit qu'est-ce qu'on peut faire pour Cuba, nous de l'extérieur, je sais qu'on ne peut rien faire. On ne va pas... les États-Unis n'ont jamais, après Giron, ont promis de ne jamais envahir Cuba. C'est au peuple cubain de voir jusqu'à quel point ils vont supporter cette famille-là. Vous êtes parti en 68 de Cuba, juste au moment où il y avait beaucoup d'intellectuels français voyageaient à Cuba et se perdaient dans les voyages touristiques faits pour ces intellectuels-là. Maintenant, évidemment, c'est clair, Cuba, c'est la dernière dictature de l'Amérique latine existante. Mais on a tout de même cette sensation qu'entre les Cubains, c'est toujours faire une rencontre des Cubains quelque part dans le monde, c'est toujours on marche sur les œufs, on ne sait jamais très bien où ça va. Là, on a une distraction de lui, qu'on ne nomme pas Cuba, il commence à dire finalement j'étais un peu trop dur avec les homosexuels. Finalement, la France, il faut la condamner parce qu'il ne respecte pas les droits de l'homme. Il y a toujours cette divergence-là pour que les Cubains sont assez habiles au niveau politique, finalement un seul parti, une seule famille, qui joue toujours avec l'opinion publique internationale. Et les intellectuels comme vous, à l'étranger, vous dites c'est la dernière fois que je parle sur Castro, mais vous allez être obligé à continuer finalement, puisque maintenant il y a Alejandro qui se prépare. Oui, oui, mais je voudrais, si j'ai un petit peu de temps, parler tout de même de ce petit livre, puisque je n'écris plus sur Cuba, je vais écrire sur d'autres choses. Ce petit livre, c'est une petite merveille, parce que c'est le livre de l'amitié, c'est la maison d'édition, la maison d'édition de l'amitié. C'est Marie-Claude Charles, la veuve, qui crée l'édition Blue Cloud. L'édition Blue Cloud, c'est la maison de René Char. Et Michel Gazier et Marie-Claude ont demandé à ses amis, qui sont les Clésio, Ben Jaloun, etc., et à moi-même, d'écrire des livres, des textes qui ne donnaient à personne. De là, ces nouvelles, qui sont des petites nouvelles qui parlent. Une se passe à Irun, l'autre à Londres, l'autre à Boston, et puis finalement au Mexique. À Gadir aussi, au Maroc. J'ai dit adieu à Cuba, mais comme tu dis, bienvenue au monde. Et pour l'année prochaine, je présenterai un livre, si je continue à exister, ça sera sur Manet, qui paraît-il était mon grand-père. Je ne dirai plus rien. Et puis, j'ai déjà toute les structures de mon premier thriller, voilà, qui se passe en Argentine et dans les Pays Basques. Voilà, pour vous dire à quel point c'est vrai que je n'écris plus sur Cuba. Nous avons tous noté cette affirmation, et s'il devait y avoir un changement dans cette décision, nous ne manquerions pas de vous le rappeler. Voilà. J'espère qu'il changera quand même. J'espère qu'il pourra écrire sur Cuba et surtout qu'il pourra voyager à Cuba comme le personnage de Mauricio. Moi, j'aurais une question quand même pour Eduardo, si je peux me permettre. Bien sûr. Je comprends tout à fait. Il a écrit plusieurs livres sur les Castro. Et dans un sens, je comprends tout à fait. Parce que la personnalité de Castro a été tellement écrasante, dominante. Tout part de lui. On connaît tous des anecdotes sur Castro qui décide qu'il n'aime pas telle personne ou qu'il aime telle chose. Ou il a des envies et ça se réalise. Et j'ai fait un voyage récemment au Venezuela et castrisme, chavisme. Vous savez, c'est en Amérique latine, si je me trompe,
peut-être, là, mais il y a eu le guévarisme aussi, mais pour des chefs d'État, c'est les 2 seules fois où on a inventé un isme. Non, il y a eu le péronisme aussi. Le quoi? Le péronisme. Ah oui, tu as raison, mais lui aussi, il y avait le culte de la personnalité. La fierté nationale. Oui, d'accord, j'avais oublié Perón. C'est vrai. C'est vrai. Donc, castrisme, chavisme. Et on sait l'amour de Chavez pour... C'est son modèle. Hein? C'est un autre fils. Un autre, voilà, c'est une idée fixe. Et donc, c'est tout à fait justifié d'écrire des livres sur cette famille, parce que c'est comme une famille royale. C'est comme à Cuba, on est écouté, Voilà. Maïté, on ne peut pas parler. C'est comme en Corée du Nord, par exemple, c'est devenu un royaume. Hein. C'est ça. Donc, je ne sais pas, t'entendre un peu sur ça, sur ce culte de la personnalité. Est-ce que ça a quelque chose de latino, ça On en connaît ailleurs. Hein? Oui, voilà. Chavez, c'est assez fort, les portraits des Bolivar. Ça ressemble de plus en plus à Chavez. Non, ce que je trouve vraiment, vraiment triste, lamentable, c'est que pour une fois, l'Amérique latine est devenue démocratique, avec des hauts et des bas, avec des corruptions. On sait très bien que les vols que font actuellement les couples Kirchner en Argentine, etc. Mais c'est démocratique. Et Chavez et son copain, le très sympathique il est quand même Evo, élu démocratiquement, ont été Chavez. élus et maintenant il veut rester à vie. Il veut rester à vie. C'est-à-dire qu'ils vont faire un pas en arrière. Chavez retourne là où il est mort. Il ne dit jamais que Bolivar est mort pauvre et oublié. Fou. Et oui. Il est mort fou. Oui. Et lui, par contre, je l'ai vu hier, c'était vraiment lamentable. Il saute comme... Il y a un grain de folie qui se dégage, sans compter son antisémitisme viscéral. Voilà, je vais rappeler les titres des livres que vous allez pouvoir découvrir et faire signer aux auteurs, parce que je pense que vous irez signer dans le salon du livre à un certain moment. Mauricio Segura, Eucalyptus, paru aux éditions Boréal. Carla Suarez, La Voyageuse, traduit par Claude Bleton aux éditions Métellier. Et on n'en a que 2 d'Eduardo, mais il y en a encore un troisième, je pense. Il y en a peut-être plusieurs sur le stand des... Il faut préciser, Mauricio a écrit en français. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. J'aurais dû le préciser. Eduardo Manet, 4 villes profanes et un paradis. Alors ça, c'est le tout nouveau, édition des Bucla. Et vous avez bien compris que c'est un recueil de nouvelles. On a compris qu'il veut séduire son éditrice. Mais qu'il veut absolument, voilà, qu'il insiste beaucoup sur celui-là. Mais lisez Les 3 frères Castro, c'est passionnant. L'histoire contemporaine de Cuba. Hein? Pour comprendre Cuba, c'est... Ouais. Paru aux éditions Écriture avec la photo des 3 frères. C'est une vraie photo. Hein. Assez étonnante, il faut dire. Voilà. Bon, écoutez, merci mon cher Alexandre. Merci. Je pense que beaucoup de gens iront te voir maintenant dans ta librairie où tu organises beaucoup de rencontres. Je crois qu'à peu près 4 par semaine. 4 par semaine, et on a un site internet où on fait une radio, comme ici. Ici, c'est des moyens un peu plus sophistiqués puisqu'il y a la télé. Mais on fait une radio qu'on met en ligne. Donc, si vous voulez écouter Emilio Esteves qui était là mardi, vous pouvez. Et ça se transforme dans une plaque tournante. J'espère avoir, d'ici quelques années, tous les livres qui paraissent en Amérique latine. Et la France, parlant de Mauricio, son premier livre au titre assez intéressant et même aussi d'actualité pour la France, est édité à Montréal, on ne le trouve pas en France. Donc oui. Moi, je suis tous les jours confronté à essayer de faire venir les livres qui soient là, qu'on puisse le lire. Et avec une telle responsabilité, je suis la seule librairie en langue espagnole en France. Mais les éditions Boréal, on doit les trouver quand même quelque part ici. Hein. La librairie du Québec ou... La librairie du Québec. Hein, voilà, la librairie du Québec. Gay-Lussac, c'est ça. Merci. Voilà. Eh bien, merci à vous de votre attention. Pour votre attention, nous allons dans un instant accueillir 4 autres grands romanciers. Et vous allez voir que vous allez partir avec des sacs de livres. Vous en aurez pour votre année, peut-être. Hein. Merci de votre attention. À tout à l'heure. Bravo à vous tous et merci.